C'est parti. Bienvenue pour ce 23e épisode de la saison 4 des Learning Happy Hours. On a le plaisir et l'avantage aujourd'hui d'accueillir Tanguy de la Marzel, qui est en charge chez Momentum de promouvoir et de déployer des offres autour de la vidéo en formation. Et donc ça tombe bien puisque finalement c'est le sujet du jour auquel nous allons être confrontés. Donc l'usage de la vidéo en formation, c'est le thème qu'il va nous faire l'amitié de traiter ce soir dans le challenge qui est le sien, c'est-à-dire autour de 30 minutes, plus questions-réponses s'il y en a. Et puis bien sûr, vous connaissez la règle. Pour ceux qui sont parmi nous, possibilité d'intervenir en live. Et pour ceux qui ne seront parmi nous que en replay, possibilité de revoir l'intervention de Tanguy quand vous le souhaitez. C'est le principe du replay. Voilà, donc pour ne pas prendre plus de temps, je vous propose de démarrer tout de suite et de passer la main à Tanguy pour qu'il nous présente sa vision de l'usage de la vidéo en formation. Merci Philippe. Donc, est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Parfait. 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 Ok. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle donc Tanguy de la Marzel. Je travaille chez Momentum. Aujourd'hui, donc, comme l'a dit Philippe, on va parler de la vidéo, des usages de la vidéo pour renforcer vos formations. Ma présentation va se dérouler de la manière suivante. En première partie, je vais vous faire un très bref aperçu de ce qu'est Momentum pour que vous puissiez comprendre le contexte. Ensuite, on va voir pourquoi la vidéo prend de l'ampleur et comment ça touche tout le monde aujourd'hui. Ensuite, dans une troisième partie, c'est comment on peut bien utiliser la vidéo pour renforcer la formation. Quatrième partie, les usages pertinents de la vidéo pour la formation. Et enfin, les différents types de vidéos possibles. Alors, Momentum, donc nous, on est une solution globale de vidéo pour les entreprises. Notre ambition, c'est vraiment de proposer une solution qui va résoudre toutes les problématiques liées à la vidéo pour les entreprises. Donc, ça va aller de la création de contenu, l'enrichissement de ces contenus avec un plan, avec des mots-clés, avec des documents pour faire en sorte que ce soit plus vivant et plus riche, et la diffusion de ces contenus en interne au sein de l'entreprise de manière sécurisée, dans là où les plateformes de travail des collaborateurs, et vraiment dans un état d'esprit où ça soit accessible à tous et très facile à utiliser. Donc, on a un outil de création de contenu qui va permettre à chacun, sans compétences techniques spécifiques en matière de vidéo, de s'enregistrer et de diffuser sa présentation au sein de l'entreprise dans une plateforme LMS, par exemple, ou sur un réseau social d'entreprise. Alors, la vidéo, effectivement, c'est un sujet qui est vraiment très, très fort aujourd'hui. Il y a un développement massif de la vidéo qui a changé d'ailleurs nos manières de nous former, de nous informer, tout simplement avec YouTube. Aujourd'hui, YouTube, ça représente 4 milliards de vues par jour. C'est le premier outil qu'on utilise pour se former et s'informer dans nos vies personnelles. Donc, pour trouver de l'information sur comment cuisiner, comment jardiner, comment faire pousser ses tomates, comment se servir de son appareil photo, etc. Et bien maintenant, le premier réflexe, c'est plus d'aller lire un document, la documentation technique, c'est d'aller sur YouTube pour apprendre à utiliser l'outil ou à planter son plan de tomates. Et ces réflexes, eh ben, en fait, les collaborateurs s'attendent à les retrouver dans l'entreprise également, puisque la vidéo, c'est un moyen très simple pour partager efficacement une information. Alors, dans le domaine de l'entreprise plus particulièrement, on a la vision du Gartner qui nous explique que d'ici fin 2018, 75% des collaborateurs des grandes entreprises vont interagir avec plusieurs types de vidéos au moins 3 fois, voire plus de 3 fois par jour. Donc, ça prend quand même une ampleur très importante. Au quotidien, dans notre travail, on va utiliser la vidéo au moins 3 fois par jour. Et les clients sont en train de chercher des YouTube d'entreprise ou des Netflix d'entreprise pour pouvoir partager le savoir, la formation, l'information dans l'entreprise de manière simple et aisée. Alors, comment bien utiliser la vidéo dans le cadre de la formation, enfin pour renforcer la formation? Nous, chez Momentum, on a une vision où on se dit qu'on peut aller plus loin que la simple vidéo afin de favoriser les différents types d'apprentissage. Donc, en fait, notre outil permet d'associer à la vidéo d'autres types de ressources, comme des documents, par exemple, donc des diapositives PowerPoint si vous êtes habitué à utiliser PowerPoint, des PDF, des liens web, d'autres vidéos, des quiz, etc. On va associer ça à la vidéo pour stimuler tous les styles d'apprentissage des personnes, pour la mémoire auditive et la mémoire visuelle. C'est très important parce qu'on apprend tous de manière différente, vous le savez tous, et donc c'est important pour engager l'apprenant de lui proposer quelque chose qui est adapté à lui.
Les gens sont de plus en plus exigeants, on est très volatile et donc on veut pouvoir avoir un contenu qui répond à notre attente tout de suite. Donc j'en viens au deuxième point, c'est faciliter l'accès à l'information. Et ça vient par d'abord un chapitrage de la vidéo. Donc pouvoir proposer à l'auditeur un plan qui va lui permettre de comprendre de quoi on va lui parler dans la vidéo et qui va lui permettre également de naviguer dans cette vidéo pour retrouver tout de suite le passage qui est intéressant, avec une transcription également, avec le discours qui a été lu par la personne. On va également avoir la volonté de venir, que cette indexation qui sert pour un module vienne alimenter un moteur de recherche qui sera donc très pertinent et très précis, puisque quand l'utilisateur qui sera sur sa plateforme de travail va faire une recherche dans ce moteur de recherche, il va retrouver les passages exacts des vidéos qui vont l'intéresser grâce à ce chapitrage et à cette transcription qui est indexée à la vidéo. Ça va aussi dans un sens qui est très important, c'est le décloisonnement, ce qu'on voit chez beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les contenus soient facilement accessibles par tous et que ça soit pas bridé hein, dans le même état d'esprit que ce qu'on peut voir avec YouTube, que ce qu'on peut voir avec les MOOC. C'est ouvert et chacun va pouvoir venir chercher l'information au moment où il en a besoin. C'est très important, c'est pas trop dans la raquette et qu'on puisse y accéder à tout moment, qu'on soit sur son ordinateur, qu'on soit sur son smartphone, qu'on soit sur sa tablette, qu'on soit en déplacement, qu'on soit en bureau, qu'on soit chez le client, tout le temps. Voilà. Aujourd'hui, les gens exigent de pouvoir accéder à ces contenus en permanence et la vidéo, en tout cas au travers de notre solution, permet ça. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est d'industrialiser la création de contenu. Aujourd'hui, on est dans des entreprises où ça va très vite. On doit être très réactif, on doit proposer quelque chose rapidement aux gens, une réponse à leur attente immédiate. Et donc, pouvoir avoir cette agilité, cette flexibilité dans la création de contenu, c'est essentiel. Si on doit aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut proposer un contenu de formation, attendre 6 mois pour qu'il soit prêt, mais c'est pas possible. Dans la plupart des entreprises, au bout de 6 mois, on est passé à autre chose, le produit a évolué, et donc voilà, on a perdu du temps. Donc là, il faut, je dis pas que pour certains contenus, c'est pas important, on va préparer un contenu très chiadé, très précis sur un sujet qui va avoir une durée de vie longue, mais pour tous les sujets où on va être sur une durée de vie où il faut être réactif, il faut pouvoir être en capacité d'industrialiser la création de contenu. Et enfin, l'aspect individualisation des parcours de formation personnalisés. On arrive vraiment dans du marketing, de la communication, de la formation, où l'apprenant a, contrairement à avant, où il avait très peu de choix, ou en tout cas c'était compliqué pour lui d'accéder à la formation, il devait attendre longtemps avant de s'inscrire à une formation. Aujourd'hui, on a la possibilité d'accéder à beaucoup de contenu, et donc l'apprenant il est plus exigeant, il va choisir son contenu. Et donc pour s'assurer que le contenu lui corresponde, soit adapté pour lui au moment où il en a besoin, eh ben, il faut essayer de personnaliser, d'individualiser les parcours de formation, de lui faire des suggestions, d'aller de plus en plus vers le prédictif et l'adaptive learning pour ceux qui connaissent. Donc, lui pousser des contenus qui vont l'intéresser en fonction de ce qu'il a pu voir avant ou des intérêts qu'il a pu marquer. Je t'interromps, une question. Oui. Tu faisais référence à YouTube et YouTube a une façon de tenir compte de ce qu'on a cherché et ce qu'on a visionné partiellement, en entier, etc. pour faire des suggestions qui sont pas forcément toujours extrêmement pertinentes, mais qui sont pas idiotes quand même. Votre solution permet de faire ce genre de choses ou pas? Alors aujourd'hui, nous, on peut voir les vidéos qui sont associées. Donc, en fait, quand on regarde la première présentation, on va voir, il va nous sortir, la plateforme va nous sortir toutes les autres vidéos qui ont un titre similaire, une thématique similaire. Donc déjà, ça c'est une première étape. Après, comme nous, on a un système de tracking très précis, où on va savoir, en fonction des entreprises, on le déploie ou pas, parce que parfois les syndicats sont pas toujours d'accord pour ça, mais on peut voir qui a vu quoi, quel passage de la vidéo exact, etc. Donc en fait, il suffit après d'associer ces statistiques avec une solution de mail qui pourrait pousser de manière automatique les contenus, et hop, on arrive à un système qui est plus prédictif. Ok, merci. J'ai répondu à la question? Ouais. Donc les usages pertinents de la vidéo pour la formation. Alors, dans la formation, on a évidemment trois étapes, où la formation va être intéressante. La vidéo va être intéressante, ça va être avant, pendant et après. Donc le blended learning, je pense que je ne vais pas apprendre, je réinvente pas la roue, on va dire. Mais ça, c'est très important de le garder en tête. La vidéo ou le digital, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément vocation à remplacer complètement le présentiel.
L'objectif, c'est de le remplacer quand effectivement il n'y a plus lieu de faire présentiel, puisque il n'y a pas d'intérêt, ou alors de le compléter efficacement, de l'enrichir efficacement. Et là, la vidéo, dans ce cadre-là, c'est très efficace. En amont, ça va être pour proposer le programme détaillé, présenter les objectifs de la formation, quels sont les enjeux, qu'est-ce que l'apprenant va apprendre dans cette formation. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les MOOC, systématiquement, avant de s'inscrire à un MOOC, on a ce type de contenu. Ça va être également aussi pour proposer les prérequis et s'assurer que du coup le niveau sera plus homogène pendant le présentiel. Ça va être aussi un bon moyen pour sensibiliser les gens sur la thématique, puisque en tout cas là je parle d'expérience de clients, par exemple Mazars, eux ils avaient un fort taux d'absentéisme à leur formation parce que les gens pensaient connaître, parce que les gens n'ont pas le temps, parce que les formations sont complexes, techniques, rébarbatives parfois. Et donc, ils avaient un fort taux d'absentéisme. Et donc, ils ont pris le parti de faire des vidéos pour sensibiliser les gens à l'importance de la formation pour leur métier. Et donc, ça permet d'augmenter le taux de participation à la formation, donc d'augmenter son impact. Et donc, de pouvoir répondre à cet aspect un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, du consommateur, de l'apprenant consommateur qui vient un petit peu consommer ce qui l'intéresse. Et puis ça, l'usage de la vidéo pour le marketing de la formation, en fait. Un petit peu, voilà, exactement. Et ça, c'est important aussi pour cette partie sensibilisation, prérequis, teaser, on va dire, parce que 75% des gens, ils sont plus susceptibles de regarder une vidéo que de lire un document. Donc, le descriptif papier, mail que vous pouvez envoyer avant, que personne ne va regarder ou personne ne va lire parce qu'il passe à la trappe le mail, la vidéo, l'autoconversion, il est plus important. Et dans les expériences que vous avez, ce marketing de la formation, c'est fait. La vidéo en question, c'est quoi? On filme le formateur qui explique ce qu'il va y avoir dans le module de formation traditionnel, ou on fait quelque chose d'un peu plus sophistiqué? Comment ça se passe? Alors, ça dépend. Je dirais que pour le teaser, quand on parle d'un teaser à proprement parler, c'est une vidéo qui est plus léchée. C'est quelque chose qui doit être dynamique, qui doit être très court. Après, quand on est dans l'explication du programme, des enjeux, présentation de l'expert qui va faire la formation, pourquoi il est légitime, sensibilisation, là, ça peut très bien être l'expert qui se présente. Pourquoi pas qu'il y a son slideshow à côté pour appuyer son discours. Ça marche aussi, et ça peut se faire en autoproduction de manière très facile. Si on est vraiment dans un aspect teaser, là, c'est plus, on va normalement investir un petit budget pour faire ça. Ça répond à la question? Parfait. Oui. Absolument. Pour le présentiel, la vidéo, donc c'est intéressant aussi parce que ça va permettre de capitaliser une partie du magistral. Donc, soit on va faire un petit peu moins de théorique pendant le présentiel pour proposer ce théorique à la demande après, soit on va, ou avant d'ailleurs, soit on va quand même faire son présentiel et on va l'enregistrer pour le diffuser ensuite à la demande parce qu'en fait, on sait que la plupart des gens vont malheureusement pas tout mémoriser, qui seront contents de pouvoir le revoir par la suite. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais sur mes événements, sur mes formations présentielles quand j'en anime. Tout ce que je raconte pendant la formation est retransmis par la suite aux apprenants pour qu'ils puissent retrouver l'information dont ils ont besoin au bon moment. Ça va être aussi pourquoi pas proposer des guides d'animation pour les formateurs. Parfois, il y a dans certaines entreprises, c'est une personne qui conçoit la formation et ensuite c'est différents experts qui vont l'animer. Souvent, c'est fait par un PDF où on explique un petit peu les idées clés à présenter pendant la formation présentielle. Nous, ce qu'on propose, ce qu'on dit, c'est non, ce guide d'animation, ça se fait en vidéo. Comme ça, l'expert qui va animer la formation, il entend le discours référent, qui aura le moins de transformation possible, enfin le moins de déformation possible. Et en plus, dans le même module, comme vous pouvez associer d'autres ressources, d'autres documentations, vous allez pouvoir lui indiquer toutes les ressources qu'il va pouvoir présenter pendant la formation, les documents qu'il va pouvoir montrer, les documents qu'il devra imprimer, les documents qu'il devra montrer pendant le présentiel, etc. Enfin, voilà, vous avez en un module, du coup, potentiellement, vraiment le discours exact et tous les éléments dont l'expert aura besoin pour animer sa formation dans de bonnes conditions. Et enfin, dans cet état d'esprit de présentiel, ce qui est important aussi, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'on apprend tous de manière différente, et puis surtout pendant le présentiel, il faut réussir à garder les gens concentrés et attentifs. Pousser une petite vidéo pendant le présentiel, c'est un bon moyen aussi pour réveiller les gens, pour les engager, et puis pour expliquer des notions complexes. En fait, il y a une étude de Forrester Research qui expliquait que 1 minute de vidéo, ça pouvait être l'équivalent de 1,8 million de mots.
Donc en fait, en très peu de temps, on peut expliquer quelque chose de très complexe ou illustrer quelque chose qu'on n'a pas la possibilité forcément dans la salle du présentiel de montrer. Donc c'est un bon moyen pour appuyer son présentiel. Et enfin, après la formation, évidemment, alors là, l'usage de la vidéo qui fonctionne le mieux, qui est le plus utilisé chez tous nos clients, c'est la synthèse. Dans le cadre de blended learning, j'entends, c'est la synthèse post-formation pour réactiver la mémoire des apprenants. Donc l'idée, c'est pas de faire une vidéo de 2 heures, c'est pas de reprendre tout ce qu'on a vu pendant le présentiel, c'est de dire voilà les points qu'on a vus, en fait les 5 points clés qu'on a vus dans cette formation. Premier point, on l'a abordé de telle manière, j'ai donné tel exemple concret. Deuxième point, on l'a abordé de telle manière, tel exemple concret. Et du coup, ça permet aux gens de refaire les connexions, de se dire ah oui, effectivement, il m'a donné cet exemple, puis ensuite il m'a expliqué ça. Ça se restructure dans la pensée. Et ça, on va pouvoir le pousser 1 semaine, 1 mois, 3 semaines, 3 mois après la formation. Et du coup, ça permet de rafraîchir la mémoire, de réactiver les neurones. Et ça, c'est très important. D'autant plus que dans les chiffres que j'ai à ma disposition, il y a une étude qui montrait que au bout de 20 minutes, le taux d'assimilation, il chutait de 50%, et dans les 24 heures qui suivaient la formation, à 80%. Donc en fait, pour un formateur, c'est assez dur d'entendre ça, parce qu'on passe du temps, et on sait que si la personne ne pratique pas tout de suite, après la formation, bah, malheureusement, il y a forte chance qu'il oublie tout. Donc pousser cette synthèse post-formation en format vidéo, c'est un moyen qui est très sûr pour se garantir que la personne va bien mémoriser les informations qu'on voulait lui transmettre. Et alors, cette synthèse, pour toi, c'est un produit spécial, produit post-formation, ou c'est je capture ma formation présentielle et j'en extrais des bouts? Qu'est-ce que tu recommandes? Non, pour moi, là, c'est plutôt une présentation qu'on va faire à part, qu'on va structurer. Enfin, on va reprendre sa formation présentielle, on va extraire les 5-6 points, les 5-6 slides qui semblent essentiels, et on va s'enregistrer sur ces 5-6 slides pour fournir l'information. Mais il faut, comme ça doit être synthétisé, fortement synthétisé, on ne peut pas reprendre tel quel le présentiel, ou alors ça ferait beaucoup de travail de reprendre tel quel le présentiel. Il faudrait avoir des compétences en montage vidéo, réécouter tout le présentiel, venir sélectionner des parties, ça serait très chronophage. Alors que là, en fait, l'idée, c'est que l'expert s'enregistre sur un petit slideshow de 5-6 slides qui synthétise l'ensemble, et que ça s'enregistre en fait en quelques minutes. C'est une présentation de 5 minutes, il doit mettre une dizaine de minutes pour l'enregistrer. Donc, si on part sur du montage vidéo post où on récupère toute la formation présentielle en vidéo, ça va être très long et coûteux. Ouais. Ok. Dans les exemples de clients qui ont basculé sur la vidéo pour le digital learning, nous on travaille beaucoup avec Orange. On a déployé sur Orange France, mais notre historique chez Orange, c'était l'école des métiers techniques, donc ils formaient les techniciens sur le terrain pour qu'ils puissent apprendre pour faire le câblage de fibres, branchement de box, etc. Et donc en fait, Orange a une vision, c'est une stratégie très établie. Ils doivent digitaliser 50% des contenus de formation d'ici 2018. Donc c'est une stratégie ambitieuse dans laquelle la vidéo fait partie. Voilà, ils utilisent différents types d'outils, mais la vidéo occupe une place importante. Pourquoi? Parce que justement, ils ont une technologie, ils ont des outils qui évoluent très vite. Et donc du coup, ils doivent avoir une flexibilité dans le partage de l'information. Ils sont dans des techniques qui sont complexes. Et donc du coup, ils doivent avoir un outil qui est facile pour l'expliquer, qui est parlant à tout le monde, qui permet d'associer mémoire auditive, mémoire visuelle. Ils ont des gens qui sont sur le terrain, donc ils se déplacent beaucoup, qui sont sur leur smartphone, etc. Donc ces gens-là ont des difficultés pour libérer du temps pour venir assister à des formations ou pour se mettre devant un PC pour regarder des contenus qui sont uniquement visibles sur PC, c'est pas possible. Donc du coup, ils ont vraiment toutes ces problématiques qui font que la vidéo a été un super outil pour eux. Ils ont aussi un gros enjeu sur la capitalisation des partages d'expertise des gens qui vont partir à la retraite, parce qu'un tiers de leurs équipes est concerné. Donc du coup, les gens, quand ils partent à la retraite, s'enregistrent pour partager les points clés de leur métier, qu'est-ce qu'il faut que l'entreprise garde dans leur savoir, impérativement, puisque pour certains ne seront pas remplacés, et pourtant leurs connaissances sont importantes. Vous les aidez aussi comme ça dans la structuration des vidéos? Vous les guidez sur la durée maximum, sur la façon de se préparer, comment s'enregistrer, etc., ou pas du tout? Alors, on accompagne nos clients, pas sur le fond, voilà, parce qu'on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas ingénieur pédagogique. En revanche, effectivement, sur la forme, sur les moyens de faciliter le déploiement et l'industrialisation de la création de contenu, ça oui.
Donc on les forme, on les accompagne, et en fait la stratégie qu'a déployée Orange à ce niveau-là, c'est d'identifier des ambassadeurs digitaux, qui sont des référents sur la création de contenu vidéo, qui sont formés, qui sont accompagnés par nos soins. Et ensuite, ces personnes-là sont en province, en fait, ils sont dans des unités d'intervention un peu partout en France. Et ces personnes-là ont la charge ensuite d'accompagner les experts qui sont sur le terrain, qui doivent capitaliser leur expertise, qui doivent former les autres. Et donc, en fait, ça se permet de faire des petits et de garder un niveau de qualité qui soit correct, puisque ce sont des ambassadeurs qui accompagnent les autres. Voilà. C'est un système qui fonctionne assez bien, qui fonctionne même très bien, puisque là, Orange, maintenant, est vraiment parti sur une industrialisation de la création de contenu. Et ils produisent énormément de contenu de cette manière. Ok, merci. Chez Orange, ils ont aussi une volonté qui est en train d'être mise en place, c'est de décloisonner, comme je le disais tout à l'heure, permettre à tout le monde d'accéder à tous les contenus. Aujourd'hui, comment ils sont structurés? Ils ont une école des métiers techniques, par exemple, je vais donner un exemple concret, une école des métiers techniques qui forme des techniciens sur les sujets techniques. Et ensuite, à côté de ça, ils ont une école qui forme des commerciaux sur les offres produits, la manière de les vendre et tout ça. Sauf qu'en fait, il y a eu un changement avec l'évolution du marché, l'évolution de l'entreprise. Il y a eu un réel changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le technicien va voir le client, donc vous et moi, quand on installe une box et que le technicien vient à la maison, nous, on voit en face de nous quelqu'un qui est d'Orange. Et donc, on considère que cette personne doit être en capacité de nous répondre sur les offres commerciales, sur voilà, ça c'est la nouvelle box, ok, à quoi j'ai le droit avec ça, quel est mon forfait, etc. Ou alors, inversement, quand on a un problème technique et qu'on appelle le service, parfois on tombe sur le commercial justement et on aimerait bien qu'il puisse nous renseigner un petit peu. Donc en fait, Orange a la volonté quand même de donner les clés à chaque personne pour pouvoir répondre aux questions. Et aujourd'hui, les contenus sont cloisonnés. Donc en fait, le technicien ne peut accéder qu'au contenu technique et le commercial peut accéder qu'aux contenus commerciaux, sur les sujets commerciaux. Et donc là, ils ont la volonté d'ouvrir une plateforme où en fait, il y a la chaîne de l'école des métiers techniques qui propose des contenus techniques, la chaîne des contenus de l'école qui forme les commerciaux, et en fait, tout le monde peut venir accéder et piocher dans les contenus qui l'intéressent, voilà, pour se former et monter en compétence. L'objectif, c'est de faire monter les gens en compétence. Ensuite, sur Mazar, eux, ils étaient vraiment dans l'état d'esprit de ce que je vous expliquais au début de la formation, de mettre en place un YouTube pour que les gens puissent se former comme ils sont habitués à se former dans leur vie personnelle. Eux, leur problématique, c'est que ils ont des sujets qui sont très complexes et surtout vraiment parfois rébarbatifs. Enfin, faut aimer la fiscalité, quoi. Ils font de l'audit, mais la formation et les réglementations évoluent régulièrement. Et le problème, c'est que les auditeurs qui sont sur le terrain, parfois, considèrent qu'ils connaissent la réglementation et qu'ils n'ont pas besoin de suivre la formation. Sauf que comme les réglementations évoluent, s'ils ne sont pas au courant, malheureusement, leur dossier, potentiellement, ils peuvent être retoqués par le régulateur et donc le dossier est perdu et il faut tout refaire. Et ça, pour l'image de Mazar et pour les impacts financiers sont importants. Et donc, ils doivent absolument permettre aux collaborateurs, aux auditeurs de suivre ces formations sur les réglementations. Donc, ils ont décidé d'adopter un format qui est plus adapté aux habitudes et au style de vie des auditeurs, qui sont des gens qui ont très peu de temps, qui sont tout le temps chez le client, qui sont tout le temps sur leur smartphone, et donc du coup, qui auparavant ne pouvaient pas accéder aux formations parce qu'il fallait qu'ils soient au bureau, il fallait qu'ils viennent en présentiel, et on leur proposait rien d'autre, sinon des PowerPoint dans lesquels les slides étaient surchargés et en fait incompréhensibles, puisqu'il n'y avait pas de discours qui allait avec. Et puis quand ils étaient chez le client, ils étaient perdus. S'ils avaient oublié l'information, ils ne l'avaient plus, mis à part ce fameux PowerPoint qui ne leur était pas d'une grande utilité. Et donc ils ont décidé d'enregistrer les experts, les seniors, sur ces contenus, sur ces réglementations, sur l'audit, et de les diffuser sur une plateforme que les collaborateurs, que les auditeurs, auxquels les auditeurs peuvent accéder en situation de travail quand ils sont chez le client, sur leur smartphone, quand ils en ont besoin en fait. Le client leur pose une colle, hop, ils font la recherche sur le moteur et hop, ils trouvent la vidéo qui correspond à leur question. Et il y avait aussi ça représente une bibliothèque, excuse-moi, ça représente une bibliothèque de combien de vidéos aujourd'hui, pour avoir une petite idée? Alors aujourd'hui chez Mazar, il doit y avoir entre 50 et 100 vidéos, je dirais.
D'accord. C'est de cet ordre-là. Chez Orange, on est plutôt à l'ordre de 500 vidéos, quoi. D'accord. Et donc, ils avaient un autre enjeu, c'est que les seniors, les managers, qui sont ceux qui ont la connaissance, sont pas des formateurs, mais ce sont eux qui ont la connaissance. Et malheureusement, ils ont très peu de temps pour former leurs équipes parce qu'ils doivent aussi les encadrer, les gérer, les manager et suivre les dossiers clients. Et donc, en fait, avant, ils leur demandaient de venir animer des présentiels et ça leur prenait trop de temps, en fait. Et les gens, et du coup, il y avait de moins en moins d'experts qui voulaient venir parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps, ils pouvaient pas se permettre de prendre le temps de répéter, etc. Donc, du coup, ils ont pris le parti, c'était gagnant-gagnant d'enregistrer ces experts pour que eux, ça leur fasse gagner du temps ensuite dans leur situation de travail. Puisqu'ils avaient enregistré leur présentation, leur équipe avait une question, hop, il leur repousse la vidéo, et du coup, l'auditeur, il a sa réponse tout de suite, et le manager, il n'a pas besoin de répéter la même chose. Oui, bon, en fait, voilà, c'est chez Mazar, voilà ce que je vous ai dit à peu près, sachant aussi qu'ils ont beaucoup de turnover et qu'ils ont des équipes très jeunes. Et donc, du coup, la vidéo, c'est un bon moyen aussi pour former les nouveaux entrants et de manière adaptée à leurs habitudes, puisque ce sont des gens qui ont, en général, qui sortent d'école, quoi, qui en ont autour de 25 ans. Donc, du coup, ça répond parfaitement à leur attente. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je ne sais pas quelle heure il est, là, je ne sais pas combien de temps j'ai pris déjà. Oui, il te reste 5 minutes. Tout va bien. Okay. Donc, les différents types de vidéos. Donc, en fait, là, tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui, effectivement, la vidéo, c'est très large. Hein. Ce qui est génial avec la vidéo, c'est que ça peut répondre à énormément de besoins. Et on peut faire plein de vidéos différentes, en fonction de notre budget, hein, évidemment. Et donc, du coup, il va falloir se poser les bonnes questions, en fait, au moment où on va vouloir réaliser sa vidéo. À qui on s'adresse? Quel est l'usage de la vidéo? Est-ce qu'on a du temps pour réaliser cette vidéo? Est-ce qu'on a 6 mois devant nous ou est-ce qu'on a 2 semaines? C'est quand même pas pareil. Est-ce qu'on a 100 000 euros pour faire cette vidéo ou est-ce qu'on a 0 budget? Est-ce que c'est un contenu qui va être valide pendant 1 mois, 2 mois ou est-ce que c'est un contenu qui va être valide pendant 10 ans? Est-ce qu'on doit montrer un PowerPoint? Est-ce qu'on doit montrer un logiciel? Est-ce qu'on doit montrer des manipulations sur le terrain? Par exemple, Airbus qui doit filmer son avion, son mécano qui est en train de fixer le boulon. Est-ce qu'on doit faire parler plusieurs personnes, une seule personne? Voilà. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de questions à se poser au moment où on va faire sa vidéo. Et en fonction des réponses, on va pas faire le même type de vidéo. Alors, on peut faire de l'autoproduction pour créer son contenu très rapidement, à moindre coût, où on a vraiment un expert qui doit présenter son savoir et on n'a pas forcément de compétences techniques ou de budget. Notre outil auteur permet de faire ça. Après, on peut faire de la capture en studio, on peut faire de la conférence, de l'interview, on peut faire du tuto logiciel, du film promotionnel. Voilà. En revanche, plus on va monter en gamme, évidemment, plus ça va prendre du temps à l'élaboration et plus ça va prendre du temps et du budget, en fait, hein, et des ressources externes. Et donc après, ça dépend vraiment de là où vous en êtes et de ce que vous voulez faire. Nous, en fait, on fournit l'outil d'autoproduction qui vous permet de créer le contenu de manière très simple sans que ça vous coûte beaucoup d'argent et sans que vous ayez de compétences. Après, si vous voulez faire des vidéos plus léchées ou qui sont de styles différents, on peut vous accompagner avec en fait une équipe audiovisuelle qui va venir analyser votre besoin et qui ensuite va vous faire le travail. Voilà. Là, je reprenais dans ce tableau un petit peu qu'il faut prévoir en fait en termes de complexité de conception, en termes de durée de coût, en fonction du type de vidéo qu'on veut réaliser. Et donc voilà, ce que je vous disais, c'est que l'autoproduction, c'est en fait ce qui est rapide, qui coûte pas cher et qui vous permet d'être flexible, d'être agile et de pouvoir répondre à un besoin d'un apprenant très rapidement, sans que ça vous prenne 6 mois, quoi. Concrètement, ça marche comment? J'ai une caméra, je me filme à partir de la caméra de mon PC, voilà, juste pour avoir une petite idée rapide. Ouais. Alors en fait, comment ça fonctionne? Nous, on a pris un parti pris qui est assez simple, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils veulent partager une expertise en entreprise, utilisent PowerPoint. PowerPoint qui a été complètement détourné de son utilisation initiale. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a assez mauvaise réputation dans certaines entreprises, puisque en fait les gens l'ont utilisé pour mettre leur pavé de texte dans la diapositive et pour le diffuser à tout le monde par email. Un PowerPoint, c'est pas ça. Hein. Un PowerPoint, c'est un support du discours. Ça doit permettre de structurer la pensée, ça doit permettre d'afficher des visuels ou des chiffres clés qui vont permettre à la personne de mieux saisir ou en tout cas de mieux mémoriser le message. Et donc du coup, nous on s'est intégré dans PowerPoint pour changer le moins possible les habitudes des gens. Et depuis PowerPoint directement, la personne lance son enregistrement, ça lance la caméra,
ça lance le PowerPoint et ensuite ça synchronise tout automatiquement. Et donc je peux vous montrer là juste après un rendu de ce que ça peut donner. Et l'idée, c'est que du coup, ça soit très rapide. Donc c'est en étude qu'on avait faite auprès de nos clients, c'est 2 à 5 fois plus rapide par rapport à des solutions des autres outils de création de contenu. Et d'expérience de ce qu'on voit, ce que je vois moi, parce que je l'utilise énormément évidemment, et de ce que je vois chez nos clients, en fait, une fois qu'on a conçu sa présentation, son PowerPoint, parce qu'évidemment c'est ça qui prend du temps, mais ça, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, que ce soit du présentiel ou n'importe quel outil pour créer du contenu, ce qui va vous prendre le plus de temps, ça va être de penser votre message. Qu'est-ce que vous voulez dire, comment vous voulez dire, quels sont les arguments chocs, voilà, c'est quel slide, quelle image je vais choisir, c'est le storyboard, c'est ça qui prend du temps. Et une fois qu'on a fait son storyboard, qu'on a fait son PowerPoint, avec notre outil, l'idée c'est qu'en fait, en une présentation de 10 minutes, en une demi-heure, vous l'avez enregistré, vous l'avez diffusé en ligne. Parce qu'en gros, vous allez vous enregistrer. Donc si la vidéo fait 10 minutes, vous allez prendre 10 minutes plus éventuellement quelques pauses, allez, on va dire 1, 2, 3 minutes de pause pour recommencer certaines parties. Notre logiciel permet pendant l'enregistrement de recommencer si on s'est trompé. Donc ça va prendre une dizaine de minutes. Ensuite, vous allez réécouter votre présentation pour vérifier que tout vous convient. Vous allez prendre 10 minutes puisque votre vidéo dure 10 minutes. Et ensuite, vous allez éventuellement faire quelques ajustements, donc modifier un petit peu votre plan, ajouter un document annexe, ajouter un quiz par exemple. Et ensuite, vous allez la publier. Donc en fait, en une demi-heure, ça peut être diffusé. Moi, ce que je fais à chaque fois que je fais des présentations, c'est qu'en général, je me prépare 3 PowerPoints de 5 à 10 minutes. Et ensuite, je les enregistre et je les diffuse. Et en une matinée, j'ai créé et j'ai diffusé mes trois présentations. Donc l'idée, c'est que vraiment, vous puissiez faire ça très très vite. Et alors, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, hop, voilà, ça c'est une présentation que j'ai faite. Je ne sais pas si ça gêne ça. Voilà. Ça c'est une présentation que j'ai faite, hein, donc en autoproduction. Et donc l'idée, là pardon, je vais couper le son. Hop, là je suis avec une webcam. Hein, donc vous voyez, on peut même avec une webcam obtenir une image très correcte, enfin même HD, parce que c'est de la HD en l'occurrence. Qu'on synchronise avec donc les diapos. Donc pour l'utilisateur final, l'apprenant, eh ben, il a en simultané le speaker qui lui parle, donc il l'entend, il le voit, il voit ses gestes. Et ça c'est important. La communication non verbale c'est très important. Ça humanise, ça personnifie. On sait qui est l'expert, on identifie qui est l'expert dans l'entreprise. Et ça aussi c'est très important. Parce que dans les entreprises où tout est décentralisé, on se parle beaucoup par téléphone, par mail, par réseaux sociaux d'entreprise, etc. Mais parfois on met pas de visage, quoi. Et mettre un visage sur quelqu'un, sur une expertise, eh ben, ça apporte quelque chose. Les diapos à côté pour avoir les idées clés et bien les mémoriser. Et ensuite, ici, vous voyez à gauche, eh ben, le plan de la présentation qui permet de comprendre tout de suite où l'expert veut nous emmener. Donc, ça va me permettre de répondre à la question, ok, ben, est-ce que ça répond à mon besoin et potentiellement de cliquer sur une partie pour accéder directement au passage qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, si je veux accéder directement à la partie conception du PowerPoint, je clique et automatiquement, ça me met sur le bon passage à la vidéo et le bon passage du PowerPoint, ce qui est essentiel puisqu'on est tous très volatiles quand on est sur notre ordinateur et on a envie d'avoir l'information qui nous intéresse tout de suite. Pas demain, pas après-demain, on veut l'avoir tout de suite, on veut pouvoir répondre à notre question immédiatement. On récupère aussi le transcript, donc tout le texte qui a été lu par la personne. En fait, dans notre logiciel, on a un prompteur. Donc, vous avez un prompteur pour vous enregistrer, ce qui fait que c'est très facile. Et ensuite, ce prompteur est récupéré et synchronisé à la vidéo. Donc, du coup, vous avez la possibilité de naviguer. Et puis, alors là, pour les sourds malentendants, pour ceux qui n'ont pas le son sur leur ordinateur, pour l'internationalisation, pour tous ces points-là, c'est extrêmement important d'avoir cette indexation. Et aussi pour le moteur de recherche que je vais vous montrer après. Et aussi des mots-clés, donc des termes techniques qu'on est en train de définir dans la vidéo, des noms d'un autre produit ou voilà, toute autre information qui vous permettent toujours pareil de naviguer dans la vidéo. Et enfin, des documents annexes qui permettent d'accéder à des ressources complémentaires. Vous voyez ici les pop-up qui s'ouvrent. Donc ça peut emmener vers un autre lien, vers un PDF avec toute la fiche technique du produit, si vous présentez un produit par exemple. Que la personne va pouvoir imprimer si la personne préfère imprimer parce qu'il est encore plus sensible au papier que voilà, ça arrive encore, ça arrive, hein, enfin, je ne dis pas encore, ça arrive et ça arrivera toujours, il y a toujours des gens qui sont plus sensibles au papier, donc il faut prendre en compte tous les styles de mémorisation des gens. Voilà, et puis ensuite, ici dans cette zone de PowerPoint, on va pouvoir venir afficher d'autres types de ressources comme une autre vidéo par exemple pour illustrer son propos ou un quiz, voilà, pour permettre d'engager l'apprenant, de valider qu'il a bien mémorisé, compris ce qu'on vient de lui raconter, et puis voilà, pour le maintenir
le maintenir dans la présentation pour faire en sorte qu'il ne passe pas à autre chose. C'est important d'ajouter une brique interactive. Et donc, tous ces éléments indexés viennent alimenter un moteur de recherche et je m'arrêterai là après. Donc là, par exemple, si je fais une recherche sur le nom de notre outil de création de contenu, ben, il va me sortir toutes les vidéos dans lesquelles on m'a parlé de ça. Et surtout, vous voyez, il va me contextualiser, il va me montrer à quel moment de la vidéo on m'a parlé de ça, et il va me mettre la phrase dans laquelle on m'a parlé de ça, ou le titre du chapitre dans lequel on m'a parlé de ça. Donc après, moi, je clique sur le lien, et ça m'emmène directement au passage de la vidéo. Et on va même chercher dans les diapositives, ce qui permet à l'utilisateur de retrouver des slides qui pourraient l'intéresser en fonction d'une thématique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Parfait, super. Je n'avais même pas prévu de montrer ça. Voilà. Merci beaucoup. Presque bien tenu le timing, c'était très clair. Moi, j'ai juste une question sur l'individualisation dont tu parlais comme un des piliers finalement de la démarche. Sur le plan de la vidéo, ça se fait comment? C'est plutôt dans la gestion des parcours auxquels on assigne des vidéos selon le besoin, les attentes de l'individu, ou on peut individualiser aussi la vidéo elle-même? Alors, nous, on a deux… Non. En fait, on a deux… dans ce qu'on voit chez nos clients, on a deux manières de partager dans le cadre de la formation. Je reste dans le cadre de la formation. Soit les formateurs, enfin, ou dans ce cas, le responsable de formation, récupère un package SCORM, qui donc respecte les normes, c'est les normes pour les plateformes LMS, et vient intégrer ce package SCORM dans un parcours de formation qui est obligatoire ou pas d'ailleurs, mais qui permet d'obtenir une certification, ou, voilà. Donc pour suivre un parcours très précis. Sachant qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on charge ce package SCORM sur la plateforme LMS, en réalité, donc l'utilisateur, l'apprenant, quand il va cliquer sur la présentation vidéo, ça va s'ouvrir directement dans son LMS. Pour lui, il n'aura pas l'impression de quitter le LMS. C'est très important pour l'expérience utilisateur qu'il n'ait pas l'impression de quitter le LMS. En réalité, derrière, c'est un jeu d'appel de liens. Et en fait, la vidéo est hébergée chez nous, ce qui assure que la personne pourra visualiser la vidéo tout le temps, partout, sans que ça mette une heure à mouliner, sans que ça fasse un problème technique, parce que ça arrive dans les problèmes techniques. Mais nous, on assure cette délivrabilité qui est pour l'expérience utilisateur. C'est essentiel parce que la plupart des responsables de formation, quand ils regardent leurs vidéos sur leur LMS, ils sont branchés en filaire au siège. Ah ouais, ça va marcher, c'est très bien. En revanche, qu'est-ce qui va se passer pour celui qui est en province, qui a une moins bonne connexion Internet, ou celui qui est sur le terrain sur son smartphone? Et voilà, quand c'est chargé la vidéo telle qu'elle en fichier dans la plateforme, il y a fort à parier que ça ne marche pas. Et là, l'apprenant ne reviendra jamais. Donc, premier passage, c'est soit par ce parcours de formation grâce à ce module SCORM. Deuxième possibilité, c'est de rajouter par exemple un onglet directement dans la plateforme LMS. Vous avez dans votre menu principal un nouvel onglet qui vient s'ajouter, qui est par exemple le nom d'entreprise TV, dans lequel on va repartager tous les contenus de formation et que l'apprenant pourra accéder, auquel l'apprenant pourra accéder en fait à la demande quand il en a besoin, potentiellement après avoir suivi le parcours de formation dans 6 mois. S'il veut retrouver la vidéo, il va dans cet onglet et il retrouve toutes les vidéos de formation auxquelles il a droit. Et du coup, il va pouvoir les revisionner quand il le souhaite à la demande. Voilà. C'est comme ça que fonctionne Airbus. Une partie, ils sont sur Cornerstone, une partie dans un parcours de formation dans le LMS, une autre partie dans une web TV pour faciliter l'accès à l'information. Mais il faut toujours penser à l'expérience utilisateur. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de clics, que ça marche bien. Et voilà, nous, c'est notre vocation. Aujourd'hui, l'apprenant, il est technophile, il est habitué à utiliser des outils qui sont performants dans sa vie. Et si ça marche pas correctement en entreprise, ou s'il doit faire 50 clics pour accéder à son contenu, vous l'avez perdu, c'est terminé. Donc, Merci. Je crois que nos participants nous ont démontré qu'eux aussi ils aimaient bien la vidéo, puisque je crois que c'est le moyen qu'ils ont privilégié pour assister à cet épisode, ce sera de regarder tranquillement quand ils le souhaitent. Merci beaucoup Tanguy, c'était éclairant sur les usages de la vidéo, et je pense que avec le dernier exemple que tu nous as montré, on voit bien l'intérêt d'avoir un outil qui est vraiment dédié à la gestion de la vidéo plutôt que de simplement les mettre à disposition et que d'avoir pouvoir s'y repérer facilement, les rechercher par mots-clés et pouvoir les indexer, c'est vraiment ça qui donne un vrai plus à l'utilisation de la vidéo. Merci pour ce panorama, c'était très intéressant.
De rien. Merci à vous de m'avoir invité à ce webinaire. Alors, je vais juste reprendre la main pour terminer comme il se doit. Comme d'habitude, donc d'ici demain, tout le monde recevra par email la vidéo et les slides si tu me les fais passer. Ouais, je vais te les envoyer tout de suite. Voilà. Également sur l'app Learning Happy Hours sur lequel il y a tous les replays. Elle est tellement pratique cette app Learning Happy Hours avec les replays. On se donne rendez-vous pour les participants le 11 juillet pour l'avant-dernier épisode de cette saison 4 qui sera dédié à l'adaptive learning, et on clôturera la saison avant fin juillet pour le dernier zapping de la saison. Merci à tous, merci à Tanguy. Merci Bonne à vous, soirée merci à et tous. surtout, Bonne soirée, bon apéro. ouais, et bon apéro, et à bientôt.